Donc bonjour à tous, bienvenue pour cet exo de colle numéro 27. Et aujourd'hui nous allons attaquer l'exercice suivant. Montrer que les polynômes cyclotomiques sont à coefficient entier. Alors bon, faut que je vous rappelle, ou que je vous explique ce qu'est un polynôme cyclotomique. Donc, polynôme cyclotomique. En fait, ce sont les polynômes qui se notent en général phi n de x, et qui s'écrit comme le produit pour xi une racine énième de l'unité primitive. J'expliquerai ce que ça veut dire une racine énième primitive de x moins xi. Et donc un étoile, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des racines énièmes primitives. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'ensemble des racines énièmes qui engendrent toutes les racines énièmes. C'est-à-dire l'ensemble des éléments dans UN, tels que, si je regarde l'ensemble des xi puissance k, pour k dans z, juste pour pas m'embêter à aller jusqu'à puissance n, on a compris qu'il faudrait normalement aller jusqu'à puissance n quand on travaille avec les racines énièmes, mais voilà. Donc si je veux voir ce que donne le groupe engendré par xi, ce groupe ce sera exactement un. Voilà. D'accord ? Donc une racine énième primitive, c'est une racine énième qui engendre, par multiplication de lui-même, qui engendre, de manière monogène on dit aussi, un. Ok, juste. Alors je vais vous faire un petit exemple juste pour que vous voyez comment ça marche exactement. Donc si je prends n égale 4, je pense que ça a plus d'intérêt. Bon, je vais faire plusieurs exemples, ça sera mieux. Donc je vais prendre n égale 2 d'abord. Parce que bon, n égale 1, allez, n égale 1. Donc n égale 1, le seul élément de un étoile, donc de u1 étoile, donc u1 étoile, c'est juste 1. D'accord? Parce que u1, c'est u1 étoile, finalement. Et donc, le polynôme cyclotomique, le premier polynôme cyclotomique, c'est x-1. Pour u2, cette fois-ci, c'est moins 1. Et il n'y a que moins 1, puisque 1 n'engendre pas u2. Et donc, phi 2, x plus 1. Si je regarde ensuite n égale 3, cette fois-ci, u3 étoile, ça va être ce qu'on appelle en général j et j carré. D'accord? Où j est la racine troisième de l'unité, qu'on connaît bien, exponentielle de 2i pi, e de 2i pi sur 3. Ok. Donc voilà, j et j carré engendrent u3, et donc phi 3, ça serait x moins j fois x moins j carré. Et si on développe, ce qu'on va trouver, c'est qu'on trouve x carré plus x plus 1. Puisque j plus j carré, ça nous fera moins 1, et puis j fois j carré, ça fera 1. Ok? Voilà, et puis si je fais n égale 4, juste pour dire, donc si je prends n égale 4, là je vais avoir i et moins i, puisque 1 et moins 1 n'engendreront pas u4, et donc phi 4, assez facilement, ça va être x carré plus 1. Ok, donc voilà quelques exemples juste pour ceux qui ne connaissent pas cette notion, comprennent un peu plus ce que ça veut dire une racine énième primitive. J'espère que c'est maintenant clair. Alors maintenant, je vous laisse y réfléchir par vous-même, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de voir comment on peut démontrer qu'un tel polynôme est à coefficient dans z crochet x. Ok, j'espère que vous avez essayé. Je tiens quand même à faire remarquer la chose suivante, c'est que a priori, quand on fait des produits comme ça, il n'y a rien qui nous dit que le polynôme sera à coefficient entier. Vraiment, puisque là on fait des produits de x moins un nombre complexe, a priori, il pourrait se passer plus ou moins n'importe quoi. Même si
on peut assez rapidement remarquer que si un élément est dans UN étoile, alors son conjugué est aussi dans UN étoile, on peut se rendre compte de ça, mais à part ça, à part le fait de pouvoir aller jusqu'au peut-être au nombre réel, montrer que c'est un coefficient entier, a priori, c'est pas si évident que ça. Ok. Alors la clé, pour démontrer ce que l'on veut, c'est en fait essayer de faire le lien entre ce que sont les racines énièmes primitives de l'unité et ce que sont les racines énièmes. Il faut réussir à faire un lien de ce genre, et si on arrive à faire un lien de ce genre, eh bien on va réussir à avoir une certaine relation vérifiée par les polynômes cyclotomiques, et grâce à cette relation, on va pouvoir conclure que phi n est un coefficient dans Z coché ici. Ok. Oups, résolution, je voulais écrire. Alors, résolution. Et donc, la relation importante qu'on va démontrer dans un premier temps, c'est la chose suivante, qu'en fait, les racines énièmes de l'unité, c'est égal à l'union, pour D qui divise N, des racines Dn primitives de l'unité. On va essayer de démontrer ça. Ok ? Grâce à ça, on va pouvoir avoir des relations et petit à petit arriver à ce qu'on veut. Ok. Alors comment démontrer ça? Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite pause à chaque indication. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. À chaque indication, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer par vous-même d'essayer d'y répondre. Alors comment on peut faire pour montrer ceci? Alors il y a une chose assez importante à savoir, c'est que si je prends un élément, donc si je prends xi, un élément dans UD étoile, eh bien ça veut dire que xi peut s'écrire comme exponentielle de 2i k pi sur d avec k premier avec d. Ok? Ça, et c'est équivalent, d'accord, hein, c'est donc dire que xi dans UD étoile, c'est équivalent à dire que xi s'écrit de cette manière-là. C'est pas très difficile à démontrer. Je vous laisse vraiment ça, par contre, je vous laisse vraiment le faire par vous-même. C'est un petit exercice limite d'arithmétique, donc vraiment, il n'y a pas de difficulté là-dessus, normalement. Ok, bon. Donc, je vais essayer de partir déjà du fait que je pars de... je sais pas dans quel sens, je pense que je vais commencer plutôt dans ce sens-là, peut-être ça paraît plus clair. Donc, si j'ai xi qui est dans UD étoile, qui est dans un des UD étoiles, avec d divisant n, ça veut dire que xi s'écrit comme ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais xi puissance n? Parce que ce que je veux me démontrer, c'est que c'est une racine énième de l'unité. Donc, si je fais xi puissance n, j'obtiens e 2i k pi fois n sur d. C'est pas pour rien que je l'écris comme ça. C'est parce que je sais que d divise n. Donc ça signifie que ça, c'est un entier. Et donc ça veut dire que là, j'ai affaire à une exponentielle de 2i pi fois un entier, puisque k fois un autre entier, ça fera toujours un entier. Donc, qu'est-ce que je conclus? Je conclus que ça vaut 1. Donc, assez rapidement, en effet, xi est dans un. Voilà. Ok. Maintenant, si je vais dans l'autre sens, soit xi dans un. Alors, dire que xi est dans un, ça vous le savez, depuis la première année de prépa, que ça veut dire que xi s'écrit E2i k pi sur n. Ok. Avec, là on peut préciser, k compris, j'aurais pu le dire ici aussi, hein, mais bon, k compris entre 0 et n-1, donc bon, disons n strictement. Ok. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer suivant la valeur de... Bon, évidemment, si k égale 0, ça veut dire que je suis dans U1 étoile. D'accord, hein, donc je vais peut-être le préciser vite fait, mais k égale 0, xi égale 1, et donc dans U1 étoile.
Voilà, je règle tout de suite ce problème, parce que sinon... Bon, donc ça c'est bon. Ok, alors on peut se permettre de supposer que k est différent de 0, mais bon, je pense que, à vrai dire, on peut garder k égale 0 dans le raisonnement qui va suivre, puisqu'en fait, on va utiliser le PGCD entre k et n. Ok, donc si je prends soit... je pense qu'il va falloir... Ça va pas être 8D, je pense que je vais l'appeler delta. Donc soit delta, le PGCD entre n et k. Et par conséquent, n, je peux le réécrire comme delta fois d. Et k, je peux le réécrire comme delta fois k', avec d et k' qui sont premiers entre eux. Ainsi, par simplification de fraction, hein, on a que xi s'écrit exponentielle de 2i k' pi sur d. Donc le delta se simplifie partout. Et du coup, qu'est-ce qu'on a conclu? On conclut que xi est dans ud étoile. Et donc, c'est dans l'un des ud étoiles, d divisant n. Donc c'est gagné, on est dans l'union. Bon voilà, j'ai montré l'inclusion dans les deux sens. Hein. Donc xi appartient à l'union des ud étoiles. Bon voilà, j'ai réussi à démontrer l'inclusion dans les deux sens. Donc c'est gagné. Je conclus alors que ces deux ensembles sont bien égaux. Ok. Bon, alors voilà, j'ai cette première relation. Hop. La deuxième relation qu'on peut conclure grâce à ça, c'est la relation vis-à-vis des polynômes. Alors regardons maintenant ce qui se passe au niveau des polynômes. Ce que j'affirme, c'est qu'on peut démontrer que x puissance n moins 1, c'est en fait égal au produit pour d divisant n des phi d de x. Pareil, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le faire par vous-même. Ok. Alors, ça va être assez simple à démontrer en fait cette chose-là, puisque x puissance n moins 1, c'est quoi? C'est le produit des x moins xi pour xi qui appartient à tout simplement les racines néniennes de l'unité. Hein, donc ça c'est propriété d'Alembert si vous voulez en un certain sens. Même si là je précise exactement quelles sont les racines, puisque les racines de ce polynôme sont exactement les racines néniennes de l'unité. Donc connaissant ça, je peux scinder mon polynôme, et en plus en racine simple. Donc voilà. Et puis je sais que un c'est l'union de ces choses-là. Bon en tant qu'union de ces choses-là, ça veut dire que je peux décortiquer suivant les valeurs de d qui divisent n. Donc, je vais avoir le produit pour 1 inférieur ou égal à d inférieur ou égal à n et d divisant n, du produit pour xi appartenant à ud étoile de x moins xi. C'est aussi simple que ça, c'est juste décortiquer ce que ça veut dire que un est dans cette union. Alors c'est vrai qu'il y a une chose que j'ai oublié de préciser, l'union est disjointe. Je pense que ça devrait être assez clair pour vous. Je ne peux pas être à la fois dans U3 étoile et dans U6 étoile. Je ne peux pas être à la fois dans l'un et dans l'autre, puisque si j'engendre U3, je ne peux pas engendrer U6. Tout simplement. Ok, donc je pense que c'est assez clair. Voilà. Mais je précise ici pour expliquer pourquoi cette manipulation est bien correcte. Hein. Bon voilà, puis une fois que j'ai fait cette manipulation, c'est terminé, on a bien ce qu'il faut. Donc des phi d de x. Puisque ce produit-là, c'est exactement la définition de phi n, de phi d. Ok. Bon, alors voilà, maintenant j'ai une autre relation super avec les polynômes. Et ce que nous allons démontrer, donc maintenant avec tout ce qu'on a, on peut maintenant démontrer que phi est un coefficient entier. Comment on va faire? Donc grâce à cette relation, on peut faire une preuve par récurrence. Je pense que vous devriez la sentir venir en voyant ça. Donc on va faire une preuve par récurrence et une preuve par récurrence forte. Ok? J'efface maintenant ce que je viens de faire. Hop. Donc démonstration du résultat.
par récurrence forte. Alors je vais avoir besoin d'un petit lemme un peu particulier. Mais avant de donner ce lemme pour vous dire que ça ne va pas venir de nulle part, je vais d'abord commencer la preuve par récurrence, puis vous allez vous rendre compte qu'il y a une propriété qu'il va falloir démontrer entre temps. Et c'est ça qui va jouer le rôle du lemme. Okay, donc, déjà, si n égale 1, on a déjà vu que phi1 de x, c'est égal à x moins 1, et clairement, ça, c'est dans z crochet x. D'accord, donc ça, c'est l'initialisation. Comme d'habitude. Ok. Hérédité. Bon, alors le blabla habituel d'une preuve par récurrence. Donc, fixons n un entier naturel non nul. Supposons, et là je fais une récurrence forte, donc on va supposer que pour tout k compris entre 1 et n, je vais mettre ça, k appartenant à 1n, nous avons phi k qui appartient à z crochet x. Peut-être, ouais, je vais peut-être pas prendre n juste. Oh, il y a eu un petit bug entre deux techniques, bon c'est pas grave. Ça a coupé en peut-être une petite seconde, mais j'espère que c'est rien de grave. Bref. Donc, je vais pas prendre n exprès pour pouvoir dire je vais montrer que phi n est dedans, hein, d'accord. Donc nous avons phi k qui appartient à z crochet x pour tout k compris entre 1 et plus petit que n strict. Ok. Et montrons que phi n est aussi dans z crochet x. Ok. Alors comment on va faire? En fait, la chose que nous allons faire, c'est qu'on va remarquer ceci. En fait, xn moins 1, ça peut se réécrire comme phi n fois le produit de phi d de x, d divisant n, et bien sûr maintenant d strictement plus petit que n. Alors, je peux le réécrire comme ça. Là, je sais déjà d'avance que j'ai un polynôme dans z crochet x. Là, j'ai un polynôme dans z crochet x. Alors attention, c'est pas parce que j'ai ça que nécessairement lui est dans z crochet x. Il y a un petit truc en plus. Et le petit truc en plus, c'est qu'en fait, les phi d sont unitaires. Alors, montrer que c'est unitaire, je pense que c'est pas très dur, il suffit de regarder, quand vous développez, le coefficient le plus grand, c'est clairement 1. D'accord? Donc c'est assez évident que phi n est unitaire. Je pense que c'est assez clair. Ok? Donc, là, par contre, c'est ça qui va marcher, en fait. C'est que lui est unitaire. Et surtout, lui est unitaire. À la rigueur, lui qui n'est pas unitaire, ça serait pas très grave, tant que c'est un coefficient dans z. Ce qui est important, c'est que lui est unitaire. Okay. Et voilà le lemme que nous allons démontrer dans un premier temps, avant de conclure. Alors, soit P, R et Q des polynômes dans z crochet x, tels que... Ah, ce ne sont pas tous des polynômes dans z crochet x, pardon. Donc, il faut que je prenne P et Q de polynômes dans z crochet x, pardon. Alors, tel que, il faut que Q divise P et Q est unitaire. Alors, montrer que la division R, qui est égale à P divisé par Q, alors, est dans Z crochet X. Voilà le petit lemme technique que nous allons démontrer. Et je pense que c'est clair que, et je vais terminer tout de suite en admettant le lemme, que si le lemme est vrai, on conclut que phi n est dans Z crochet X. Si le lemme
dit vrai, on conclut que phi n est dans Z crochet X. Ok, et on peut même ajouter que phi n va être unitaire. Ok, il suffit de regarder ce qui se passe pour le coefficient de plus haut degré, tout simplement. Bon après, phi n est unitaire, je le voyais déjà avant, mais on pourrait le faire par récurrence en disant, bah voilà, j'ai unitaire ici, j'ai unitaire ici, donc ici ça doit être unitaire. Voilà, on pouvait aussi le dire comme ça. Bref, bah maintenant reste à démontrer le lemme. Donc là je viens, pour ainsi dire, de résoudre l'exercice, mais il me manque un petit truc, c'est que le lemme doit être vrai. D'accord, il faut démontrer maintenant le lemme. Bon, alors comment on va faire pour démontrer le lemme? On va faire assez bêtement. Hein. Donc, preuve du lemme. On va le faire assez bêtement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire tous les polynômes suivant leur coefficient. Hein. Donc, c'est-à-dire, bah, je vais écrire que R s'écrit comme somme de R, disons RK, x puissance K, K allant de 0 à... là, je suis un peu embêté. J'aurais peut-être pas dû... Ouais, bon, je sais pas. Je vais laisser RK quand même parce que j'aimerais... Donc, je sais pas, je vais mettre... Bon, je vais mettre N. Tant pis, on va mélanger un peu. Mais... Donc, j'écris R comme ceci, puis je vais écrire P. Je vais pas écrire P, je vais d'abord écrire... Je vais d'abord écrire Q. Donc, Q s'écrit comme somme pour K allant de 0 à M de Q, K, X puissance K. Ok. Donc lui, je sais qu'il est dans Z crochet X. Et puis, je vais écrire le produit P égale Q fois R. P égale Q fois R, bon bah si je décompose, ça veut dire qu'il va falloir... Donc je vais avoir une somme pour, disons, P... Petit, ouais, c'est embêtant ça. Pour... ouais, bah, je vais faire comme ça. Je vais prendre pour, donc somme pour K allant de 0 jusqu'à P, pas P, K allant de 0 jusqu'à, je sais pas moi, D, de PK, X puissance K. Peut-être pas D, je vais mettre S. Ok. Donc bon, on va y arriver, il faut juste choisir les bonnes lettres, c'est toujours embêtant de choisir les bonnes lettres. Bref. Donc voilà, alors j'ai toutes ces hypothèses, je sais que ça c'est dans Z crochet X. Et je sais que lui, il est unitaire. Ok. Bon. Alors clairement, le degré de P, ça doit être la somme des degrés de Q et R. Hein. Donc déjà, degré de P, c'est égal à degré de Q plus degré de R. C'est-à-dire que, en fait, S, c'est égal à N plus M. Alors là, ce que je fais, c'est que je suppose évidemment que Rn est différent de 0 et que Q, M est égal à 1 puisque c'est unitaire. Ok. Et comment je vais faire pour conclure que R est un coefficient dans Z crochet X? Bah, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais écrire carrément ce qui se passe pour chaque coefficient, enfin pour chaque puissance de X que l'on obtient dans P. Ok? Donc, si je regarde le terme, je vais commencer à faire les premiers termes et vous allez vous rendre compte que je peux conclure par récurrence que R va être un coefficient dans Z. Donc, si je regarde le coefficient en N plus M, donc si je regarde, alors, si on regarde le coefficient devant X puissance N plus M. Alors pour avoir X puissance N plus M, le seul moyen de l'avoir, c'est de faire un X puissance N fois un X puissance M. C'est le seul moyen d'avoir ce coefficient le plus grand. Et donc, d'un côté, je vois que je dois faire Rn fois Qm. Et de l'autre côté, bah, ça correspond à Pn plus M. Vous voyez cette relation? Qm, je sais qu'il vaut 1.
Qu'est-ce que je conclus? Je conclus que Rn, il est dans Z. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je regarde le coefficient x puissance n plus m moins 1? Bon, là, j'ai deux possibilités. Je peux faire Rn fois qm moins 1, ou alors, en additionnant, je peux faire Rn moins 1, q puissance m. Ok, je sais déjà que ça, c'est dans Z, puisque Rn est dans Z et qm-1 est dans Z. Puis ici, je sais que qm vaut 1. Je sais également que lui, il est dans Z. Bon, je conclus que Rn-1 est aussi dans Z. Vous voyez ce qui va se passer? Donc, par récurrence décroissante, si je suppose, je vais peut-être l'écrire, bon, je vais me permettre d'effacer là. Donc, par récurrence décroissante. Donc, si on suppose que Rn-1 jusqu'à Rn moins, quelle lettre j'ai le droit d'utiliser? Je sais pas, on va dire I, sont tous des entiers. D'accord? Donc si je suppose que les derniers coefficients, ou les premiers coefficients, suivant comment vous lisez le polynôme, si je dis que les coefficients pour les puissances les plus grandes sont tous déjà des entiers, j'ai réussi à montrer que ce sont tous des entiers. Montrons que le coefficient d'après est lui aussi un entier. Et pour cela, si je regarde, donc en regardant le terme en x puissance n plus m moins i moins 1, je vais obtenir la relation suivante. Donc c'est juste savoir faire un produit entre deux polynômes en fait. Donc la relation suivante, ça va être, je peux faire Rn fois q puissance m moins i moins 1, plus Rn moins 1 q puissance m moins i, plus blablabla, plus Rn moins i, je vais juste écrire ce terme-là, q puissance m moins 1, plus Rn moins i moins 1 fois q puissance n. Et ça, c'est égal à p n plus m moins i moins 1. Ok, donc ça c'est les relations avec les coefficients, c'est juste le fait de faire un produit entre deux polynômes. C'est à vous de le refaire si vous n'êtes pas convaincu, c'est une espèce de diagonalisation si on veut. On range les termes suivant les puissances de x qu'on obtient en faisant les produits. Donc c'est voilà. Vous pouvez voir ça aussi comme produit de deux séries. Faire un produit de deux polynômes, c'est un peu faire le produit de deux séries, sauf que ces séries, il y a plein de termes qui valent 0, il y a une infinité de termes qui valent 0. Donc je pourrais le voir comme ça. Mais... Et donc, par récurrence, lui je sais qu'il est dans Z, lui je sais aussi qu'il est dans Z, lui aussi je sais qu'il est dans Z, et je sais que QM vaut 1. Puis de plus, P est dans Z, crochet X. Vous voyez, par récurrence décroissante, donc, ce que je conclus, c'est que Rn-i, donc Rn-i moins 1 est dans Z. Voilà. Et donc, conclusion, par récurrence décroissante, donc, R est dans Z crochet X. Et voilà. Voilà la preuve faite. Ok, alors il y a deux, trois petites choses. Donc, j'ai démontré le lemme, et le lemme, comme je l'avais dit, permet de conclure que, en effet, tous les phi n sont à coefficient dans Z crochet X. Alors, il y a deux petites choses dont j'aimerais parler, puisqu'on est là, on est sur les... Enfin, même trois petites choses dont j'aimerais parler concernant les polynômes cyclotomiques. Donc, la première chose intéressante sur les polynômes cyclotomiques, c'est le fait que, grâce à la relation que nous avons mis en évidence, relation que je vais réécrire là dans un instant, enfin juste pour avoir de la place.
Donc nous avions démontré entre-temps ceci. Des phi d. Donc nous avions démontré cette relation. Bon, bah ça veut dire que le degré de xn-1, c'est égal à la somme pour d divisant n des degrés de phi d. Ok? Mais le degré de xn-1, bah c'est n. Et le degré de phi d, en fait, c'est quoi? Bah, je vais me permettre de modifier un tout petit peu la notation du phi. Donc, j'ai écrit toujours si dire que c'est phi de d, mais en fait, ce phi, c'est pas n'importe quel phi. Ce phi-là, c'est l'indicatrice de l'air. Alors, c'est quoi l'indicatrice de l'air? Alors, rappel, l'indicatrice de l'air, phi de m, c'est en fait le cardinal, donc c'est le nombre d'entiers compris entre 1 et m, tel que k est premier avec m. Voilà. Mais il se trouve qu'en fait, phi d, c'est aussi le degré du polynôme cyclotomique. Donc là, on vient de démontrer, à l'aide des polynômes, la relation, cette relation qui est assez importante et connue, entre n, l'entier en question, et les phi d. C'est pas la seule manière de démontrer ce truc-là, on peut le démontrer également à l'aide des groupes, ok, en cherchant à déterminer les inversibles. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que Zn crochet x, pas Zn crochet x, Z sur Nz, ça peut se décomposer à l'aide du lemme chinois, comme étant le produit cartésien de z sur p puissance d z avec p qui divise n. Et donc en jouant un peu là-dessus, enfin je dis c'est p puissance n'importe quoi en tout cas, mais en tout cas il faut juste utiliser la décomposition de l'entier n. Et en utilisant cette décomposition de l'entier n, on arrive à redémontrer ça. D'accord? Donc c'est pas, on peut le démontrer à l'aide des groupes, on peut le démontrer aussi à l'aide de l'arithmétique directement. Mais voilà, c'est une relation assez importante. Donc je pense que ça méritait d'être souligné qu'on vient de le démontrer avec les polynômes. Ce qui n'est pas rien, tout de même. Ok, la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est le fait que vous pourriez vous dire que les polynômes cyclotomiques sont peut-être encore mieux que juste à coefficient entier. C'est peut-être juste à coefficient à 1 et moins 1, avec les différents exemples que nous avons vus là. Vous pourriez vous dire, bon, bah en fait, c'est un coefficient dans 1 ou moins 1, un coefficient 1 ou moins 1. Mais la réponse est non, d'accord? Donc, les polynômes cyclotomiques ne sont pas un coefficient dans plus ou moins 1. Puisque bon, avec tous les exemples que vous auriez pu faire, imaginons que vous seriez allé assez loin, même à la main, juste à la main, en allant jusqu'à 9 ou 10 peut-être, pour ceux qui sont les plus téméraires, si vous vous lanciez à faire ces calculs-là, vous vous rendrez compte que, enfin, vous aurez l'impression que les polynômes cyclotomiques sont à coefficient dans 1 ou moins 1. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et pour trouver le premier contre-exemple, alors je ne vais pas le développer parce qu'il est très grand, mais je vous donne juste l'entier n correspondant, il faut regarder phi 105. Le premier exemple pour lequel nous avons un 2 qui apparaît, autre chose que plus 1 ou moins 1, quoi. Alors pour être exact, je crois que c'est un moins 2 qui apparaît, pour x puissance 7 ou quelque chose comme ça, je pense. Eh bien, phi 105, justement, lui fait apparaître donc autre chose que 1 ou moins 1. Et il y a même une propriété qui dirait que si j'ai un coefficient autre que 1 ou moins 1, dans le polynôme cyclotomique, genre si je veux avoir 2, ben, il faudrait que le nombre entier que je mets ici soit un produit de 3 nombres premiers. Que ce soit un truc comme ça. Là, je pense que vous pouvez vérifier que ce nombre-là, c'est le produit de 3 nombres premiers.
Et sachant que la réciproque est fausse, donc c'est pas parce que vous vous donnez un produit de 3 nombres premiers et que vous essayez de calculer phi de ce nombre, ce nombre-là pourrait, ce phi pourrait avoir des coefficients qui sont tous dans 1 et moins 1. Hein. Voilà, c'est pas un sens réciproque, mais voilà, donc c'est assez intéressant de remarquer ça aussi, parce que bon bah a priori c'est pas si simple de se dire, voilà, ok. Alors une dernière remarque que j'aimerais faire, et puis j'arrêterai là, c'est en fait que les polynômes cyclotomiques, je ne vais pas en faire la démonstration ici, mais en fait les polynômes cyclotomiques permettent beaucoup de choses. Déjà, ces polynômes sont irréductibles. Irréductibles. Alors dans quel ensemble, hein, bien sûr, parce qu'il faut que je précise dans quel ensemble. Ils sont irréductibles dans Z crochet X. Et même dans Q crochet X. D'accord? Donc ce sont des polynômes irréductibles dans ces ensembles-là. Pas dans C ni dans R, hein. Je pense que ça devait être assez clair que ça ne devait pas être le cas. Mais par contre, dans Z ou dans Q, ça va être des polynômes irréductibles. Okay, donc je rappelle que irréductible, ça signifie que dans l'ensemble, ça signifie que je ne peux pas trouver deux polynômes différents que des polynômes triviaux, donc c'est-à-dire un coefficient dans l'anneau considéré fois un polynôme qui serait un multiple juste de phi n. Okay, je ne peux pas trouver une paire de polynômes différents de ce que je viens de proposer, qui me permet de dire que ça c'est le produit de cette paire de polynômes, et sachant que ces polynômes doivent être dans ces anneaux-là. Okay, bon. Donc ça c'est un truc intéressant qui pourrait être utile si on voulait travailler avec les corps finis, okay, notamment pour tout ce qui est code correcteur et tout ça. D'accord. Je ne veux pas en parler davantage, mais je veux juste émettre les mots pour que si ça intéresse, vous pouvez jeter un petit coup d'œil là-dessus. Okay. Et donc, comme je suis en train de commencer à parler de corps finis, il y a une propriété qu'on peut démontrer à l'aide des polynômes cyclotomiques. C'est un théorème. Peut-être que ce sera le sujet de la semaine prochaine. Je ne sais pas encore. On peut démontrer le théorème de Wedderburn. Alors, le théorème de Wedderburn, qu'est-ce qu'il dit? Alors, ça va peut-être vous surprendre l'énoncé parce que, suivant comment on vous a introduit ce qu'est un corps, vous pourriez vous dire que ce que je viens d'écrire, c'est pas... Mais alors, ça dépend juste de comment vous le comprenez. Moi, ce que je vais dire, c'est donc que tout corps fini, je vais l'énoncer vraiment comme il est énoncé, est commutatif. Donc, tout dépend de comment on vous a introduit ce qu'est un corps. Alors, pour moi, quand on définit un corps, ça ne signifie pas forcément qu'il est commutatif. Alors après, si on veut vraiment appuyer le fait que c'est pas commutatif, on peut parler de corps gauche ou corps droit. Ouais, bon, voilà, je vous l'accorde, c'est pas forcément joli, mais donc corps gauche, ça veut pas dire, enfin corps droit, ça n'a pas beaucoup de sens, je suis en train de le dire, mais plutôt corps gauche en général, c'est juste pour dire que c'est pas un très bon corps. Donc voilà. Donc on peut parler de corps gauche si vous préférez parler de corps gauche, mais pour moi un corps, ça n'est pas forcément commutatif. Après, donc voilà, tout dépend de comment on vous a introduit ce qu'est un corps. Donc si on vous a introduit un corps comme étant quelque chose de commutatif, eh bien il faut préciser corps gauche. Donc tout corps fini, donc fini ça signifie à cardinal fini. Ok, donc Z sur tous les exemples que vous connaissez, mais on pourrait faire plein d'autres exemples. Hein, Z sur P, enfin on pourrait, pas sur PNZ j'allais dire une bêtise, mais on pourrait faire des corps justement à cardinalité P puissance un certain entier, hein, ça serait aussi un autre exercice qu'on pourrait faire, montrer qu'un corps est le cardinal égal à une certaine puissance d'un nombre premier, donc ça c'est aussi une autre propriété. Mais voilà, alors pour démontrer ce théorème de Wedderburn, on fait une preuve par l'absurde. Il y a pas mal de choses derrière, c'est loin d'être une preuve facile parce qu'elle fait appel à pas mal de petites astuces. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour démontrer ça, on passe par les polynômes cyclotomiques.
Ça, je trouve que c'est quand même une des applications assez intéressantes des polynômes cyclotomiques, sur lequel on pourrait revenir. Je ne sais pas encore si je le ferai la semaine prochaine. Peut-être que je préférerais faire un autre truc sur les corps. Je pense notamment là le fait de démontrer que tout corps finit à un cardinal égal à une puissance d'un nombre premier. Ça, par exemple, je pense que ça peut être pas mal à faire. On verra bien. J'y réfléchirai. Voilà. Bon bah voilà pour aujourd'hui, j'espère encore une fois que ça vous a plu cet exercice de colle. J'espère également, donc j'ai eu quelques premiers retours et je trouve que apparemment ça a dû bien plaire le nouveau format des petits exos de colle. Bon je sais pas encore ce que je vais proposer aussi en petit exo de colle la semaine prochaine, on verra bien. Petite information que j'avais déjà dit avant les vacances, enfin avant ma petite semaine de pause et que je vais redire à présent, la semaine prochaine, normalement, changement de décor. Et c'est même plus que normalement, puisque bon, à mon avis, ça s'annulera pas. Donc, changement complet de décor, puisque je me retrouverai à Montréal. C'est donc une certitude à présent. Donc, on verra bien. Je ne sais pas si ça sera devant un tableau, si ce sera avec une tablette ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore comment je vais organiser l'enregistrement. Ça va dépendre de mon état après le vol, puisque le vol, je l'effectuerai mercredi. Donc, mercredi, jeudi, ça va être un peu compliqué, mais bon, on verra bien. Voilà, écoutez, j'espère encore une fois que cet exercice vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Si vous pensez encore une fois que ces exercices pourraient intéresser d'autres gens en prépa ou pas forcément en prépa, n'hésitez pas à leur faire partager. J'en profite pour faire une mini remarque concernant le petit exo de colle de jeudi. Donc concernant le contenu de ce petit exo de colle, je me suis rendu compte que j'aurais pu faire des exemples plus simples pour les matrices de rang supérieur. Donc quand je travaillais avec rang 2, rang 3 ou des trucs comme ça, j'aurais pu faire des matrices beaucoup plus simples que ce que j'ai proposé pour retomber sur des matrices de rang 1. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, je tiens juste à le signaler que j'aurais pu faire beaucoup plus simple. Je m'en suis rendu compte après l'enregistrement. Bon voilà, c'est des choses qui arrivent. Enfin bref, je fais juste cette remarque, c'est pour vous dire peut-être que j'ai fait un petit peu trop compliqué, mais je pense que globalement c'était assez clair la mentalité qu'il y avait derrière cet exercice. Ok, bon bah sur ce, bon week-end, bonne suite de semaine, quoi que ce soit, et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour le petit exo de colle avec un changement complet de décor. Allez, salut à tous!